Si un enseignement en ligne déroge de ces 3 piliers-là, ça reste juste de l'information, ce n'est plus de l'enseignement. Communauté, même pas en ligne, est-ce que c'est juste prendre des gens au hasard dans la rue? J'ai un doute, mais je suis pas sûr. La base d'une communauté, c'est des gens qui se rencontrent parce qu'ils ont des valeurs communes, ou des objectifs communs ou une passion commune. Parce que la clé d'une communauté, c'est l'apport de valeur, de toute façon. C'est pas un problème de en ligne ou pas en ligne. Non, c'est un problème de nature humaine. C'est un problème de nature humaine et le en ligne permet quand même de bien cadrer ça. Ton mode de vie change drastiquement en tant que prof quand tu t'ouvres aux opportunités que l'en ligne te propose. Il n'y a pas de plaisir s'il n'y a pas d'évolution. Est-ce que, effectivement, les enseignants n'auraient pas peur, face à cet aspect communautaire, de perdre le contrôle? Fabien, bonjour. Salut Cédric. Bienvenue dans ce podcast, ce nouveau podcast Zik School, où on va parler de l'enseignement de la musique en ligne. Alors, aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'engagement des élèves par le biais du en ligne, l'interaction, sujet très vaste et très intéressant, sur lequel on va argumenter comme d'habitude, et puis sur lequel on va se poser des questions un peu croustillantes sur le sujet. Alors croustillantes entre guillemets, on va dire, puisque c'est juste pour teaser finalement qu'on dit ça. Et puis pour jouer, on va se jouer l'avocat du diable. Alors on va essayer de se mettre à la place de ceux qui ne comprennent pas certaines des pensées qu'on veut faire passer. Et puis on va surfer, on va jouer là-dessus. Oui, le but de ce podcast est vraiment d'ouvrir l'argumentation et de pouvoir justement apporter notre expérience sur l'enseignement en ligne, puisqu'on va le rappeler, on a quand même plus de 10 ans tous les deux dans l'enseignement en ligne, moi dans les écoles de musique, toi aussi dans l'enseignement de la musique, mais aussi dans d'autres domaines. Justement, est-ce que, avant qu'on commence, tu peux rappeler rapidement ton parcours? Oui, alors du coup, moi j'ai fait le conservatoire, j'ai commencé l'instrument à 4 ans et demi, je suis rentré au conservatoire à 6 ans en tant qu'altiste, donc violon alto. J'ai terminé le conservatoire, j'ai failli rentrer au CNSM de Lyon. Je ne l'ai pas fait pour différentes raisons, notamment un accident. Et j'ai fait le choix d'un parcours plus conventionnel avec une école d'ingénieur. Mais depuis l'âge de 15 ans, j'ai donné mon premier cours. Voilà. Donc mon premier cours était un élève qui avait 3 ou 4 ans de moins que moi. Et j'ai continué de donner des cours comme ça. Et il y a 10 ans, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en ligne, où j'ai commencé notamment dans le milieu de la musique. Après, j'ai bifurqué vers d'autres sujets. Mais j'ai continué d'accompagner du coup mes élèves en présentiel, avec support en ligne. Et j'ai mixé aussi tout ce que je connaissais moi de l'entrepreneuriat en ligne, avec ce que je connaissais de l'enseignement de la musique. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que tu as un parcours traditionnel avec le conservatoire. Et à côté de ça, tu as aussi une expérience dans le en ligne, puisque tu as enseigné en ligne et tu pratiques le en ligne depuis quand même pas mal d'années. Et on a 2 parcours un peu différents, parce que moi, de mon côté, j'ai fait une école de musique à partir de 14 ans. En fait, j'ai commencé à apprendre la guitare. J'ai fait, comme dans toute école de musique associative ou municipale, en fait, là, c'était une école associative, mes années de solfège pour apprendre du coup mon instrument. Et mes 6 ans de solfège, je les ai fait en 3 ans. Donc, j'ai fait 3 ans de guitare dans une école associative, et ensuite je me suis débrouillé tout seul et j'ai été autodidacte, notamment dans l'apprentissage du piano, dans l'apprentissage de continuer à progresser dans la guitare, et j'ai aussi travaillé à l'éducation nationale en tant que prof des écoles, et j'ai quitté ce milieu-là pour ensuite créer mon école de musique en ligne dans laquelle j'étais plus spécifiquement sur la musique assistée par ordinateur, la post-production musicale, et j'ai lancé du coup le site Active Studio, dans lequel on aide les gens à post-produire leur musique et à maîtriser leur home studio de manière autonome. Et donc, j'ai plus de 10 ans d'expérience avec cette école de musique en ligne, puisqu'on a aussi mis des projets autour du chant dans cette école-là. Mais à côté de ça, j'ai aussi enseigné en ligne dans d'autres domaines. Enfin, en tout cas, j'ai monté des projets dans d'autres domaines avec des partenaires, notamment dans le milieu du sport. Donc, on a vraiment 2 parcours dans la musique, effectivement, mais 2 parcours complémentaires et un peu différents. Oui, tout à fait. Et puis du coup, je pense que c'est une bonne chose aussi pour les gens qui nous écoutent, de voir que notre avis sur la question a évolué aussi en fonction de notre expérience, qu'on peut comprendre derrière les craintes que certains peuvent avoir sur l'enseignement en ligne et les dérives qu'ils peuvent y voir. Mais nous, on l'a vu de l'intérieur, on l'a vécu de l'intérieur, on connaît le monde présentiel, on connaît le monde en ligne.
et on s'aperçoit que c'est pas si blanc, si noir, et que finalement on peut faire de très belles choses avec tout ça. Ouais, c'est important de préciser ça parce que justement, on va le rappeler, les professeurs de musique, aujourd'hui, dans l'état actuel du marché des profs de musique, c'est soit tout blanc, soit tout noir. C'est, en gros, si je décide d'enseigner en ligne, je fais que du en ligne, et si je décide d'enseigner en présentiel, je fais que du présentiel. Il n'y a jamais de nuance pour l'instant dans le discours, et c'est en ça aussi où notre apport peut aider à faire évoluer un peu les modes de pensée. Et puis il y a cette nuance même aussi dans... Soit, si je fais du en ligne, forcément, ça va avoir un impact négatif sur le présentiel. Et du coup, c'est ça aussi que nous, on veut démocratiser. C'est que l'apprentissage en ligne, ça reste un pilier supplémentaire pour démocratiser. Et justement, c'est le sujet du jour. On parle d'engagement, de communauté. C'est un moyen d'ouvrir la musique à plus de monde. Alors, l'apprentissage en ligne, c'est bien plus que juste ouvrir ça à plus de monde. Mais déjà, l'étape première, on peut le voir aujourd'hui, tu ouvres YouTube, tu tapes apprendre la guitare, même si tu n'y connais rien du tout, c'est possible. Il y a une époque, tu voulais apprendre la guitare, c'était pas possible. Pas comme ça, pas aussi facilement. Donc déjà, rien que ça, je trouve que c'est quand même un premier argument assez valorisant pour la musique. Oui, et puis de toute façon, il y a une réelle évolution, il faut en avoir conscience. Alors effectivement, le sujet d'aujourd'hui, engagement, communauté, beaucoup d'enseignants pensent que le en ligne emmène un engagement moindre des élèves, que ça emmène du coup un désengagement dans l'apprentissage. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je pense que c'est plus une peur qu'une réalité. En fait, la peur, elle est fondée sur quelque chose qui semble quand même réel, c'est que la personne, elle est chez elle, en autonomie, avec potentiellement des vidéos en ligne, etc. Et donc, on peut se dire, l'engagement, il est un peu compliqué. Mais finalement, on en avait déjà parlé, il me semble, dans un autre podcast, mais quand l'élève, il vient à son cours, ok, il y a l'engagement pendant le cours, mais entre les deux cours, il fait quoi ? Qu'est-ce qu'on a à lui proposer ? Et si tu arrives, par exemple, dans ce cas-là, on se dit, on mixe le présentiel et le en ligne. Tu fais du présentiel pendant, on va faire le pire scénario. Tu te dis, la personne, elle fait rien entre les cours. Si tu lui proposes du en ligne entre les deux, au pire, elle fera rien, mais comme ça peut être le cas avec du présentiel, et au mieux, ça va permettre de lui donner des outils pour justement garder de la motivation, de l'engagement. Donc moi, je pense que c'est plutôt le contraire. Le en ligne, il vient servir de support, et si c'est bien fait, peut créer et générer plus d'engagement. Je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, souvent, moi, j'ai eu des retours de profs qui me disaient ouais, mais enseigner en ligne, c'est comme enseigner à un mur. Alors, je ne sais pas quelle est l'image. Est-ce qu'effectivement, l'écran est considéré comme un mur dans ce cas-là ? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cet argument-là, enseigner en ligne est enseigner à un mur ? Alors, je comprends, en fait, dans le sens où, quand tu vas enseigner en ligne, si on se base, parce qu'enseigner en ligne, c'est pas juste ça, mais si on se base uniquement sur le fait de faire des vidéos de manière asynchrone, c'est-à-dire je tourne la vidéo et puis quand l'élève le veut, il la regarde, effectivement, c'est déstabilisant, mais pour le prof, c'est-à-dire qu'il se retrouve à parler tout seul devant une caméra. Mais ça veut pas dire que c'est mauvais, c'est juste qu'il n'y est pas habitué. Tu vois, là, aujourd'hui, c'est plus facile, on parle l'un avec l'autre, on a l'habitude, mais on a aussi l'habitude de parler à sa caméra, et finalement, ça devient une bonne habitude. Il suffit juste de visualiser que tu as l'élève et que tu es en train de l'aider. Il faut surtout se mettre à la place de l'élève. C'est que lui, quand il regarde, il cherche pas à savoir si... il cherche juste à apprendre et à évoluer sur la compétence en question. Donc, il est tellement focalisé, voit sa vidéo, on va lui apprendre, je sais pas, le barré, on va lui apprendre un démanché, je sais pas quoi. Il va être concentré, il va essayer d'appliquer. Donc, finalement, il n'y a pas de... Tu parles pas à un mur, c'est juste que l'interaction, je pense qu'elle est asynchrone. Et donc ça, c'est un peu compliqué, je pense, à comprendre. Ouais, moi, je pense qu'il y a un mélange. C'est pas qu'il n'y a pas de contact humain, parce que quand ils disent on enseigne à un mur, qu'est-ce qui est dit derrière ? C'est qu'on enlève le contact humain. C'est pas qu'il n'y a pas de contact humain, c'est qu'il n'y a plus de contact physique. Ça, oui, on enlève ce contact physique, qui est effectivement, pour certains, très important. Mais ça n'enlève pas le contact avec l'autre, à condition, bien sûr, que ça soit bien fait et que les piliers d'enseignement en ligne soient respectés. Et d'ailleurs, il y a un aspect qui est important à concevoir dans cet aspect de l'engagement, c'est que
pour créer une école en ligne, une école de musique en ligne, ou même créer une formation en ligne, peu importe le domaine, il y a 3 piliers à respecter qui sont très importants. Et le pilier de la communauté fait partie de ces 3 piliers-là. Et c'est le pilier numéro 3 qui est essentiel. Et sans communauté, même, je pense, c'est le cas de tous les enseignements, même en présentiel. S'il n'y a pas de communauté, réellement, on ne donne pas l'impression d'appartenir à un groupe, il n'y a pas de durabilité. Un élève va pouvoir rester 1 an, peut-être 2 ans, mais après, ça s'arrêtera parce qu'on a besoin d'avoir la sensation de faire partie d'une famille, d'un réseau et d'évoluer avec ce réseau-là. Et dès qu'on n'y trouve plus son compte, finalement, on arrête. Et ce qui va amener de la diversité de contact, de la diversité de progression, c'est d'être en contact aussi avec les autres et pas forcément qu'avec le prof. Ouais, je te rejoins parce que c'est marrant parce que c'est souvent un argument qui est utilisé contre l'enseignement en ligne, mais qui est finalement une preuve qu'ils ne connaissent pas vraiment l'enseignement en ligne, que les gens voient l'enseignement en ligne comme juste des vidéos que tu regardes froidement, alors que déjà, même si elles t'apportent quelque chose, c'est pas juste ça, et que derrière, l'aspect communautaire est important, tout comme quand tu vas à l'école de musique, tu te retrouves, tu vois les mêmes personnes, etc. Quand tu arrives dans une communauté en ligne, c'est la même chose, les interactions. Il suffit de voir comment on fonctionne aujourd'hui. On a beau dire le présentiel, tout ça, c'est important, le contact humain. Évidemment que ça reste important, l'idée n'est pas de l'enlever. Mais aujourd'hui, on est quand même très content de pouvoir rester en contact avec notre famille, nos amis, via les réseaux sociaux. Ok, il y a plein de dérives, on peut critiquer tout un tas de choses, mais l'aspect communautaire, cet aspect social est quand même hyper important chez les êtres humains, chez les musiciens évidemment aussi, et le côté en ligne n'y échappe pas, mais justement, il y a des solutions pour ça, donc c'est très bien. Et je suis en train de voir que j'avais une question qui rejoint un petit peu ce que tu me disais tout à l'heure, ce que tu me demandais. Est-ce qu'on peut sérieusement parler d'engagement quand finalement les élèves peuvent suivre les vidéos, le contenu, etc. en pyjama depuis chez eux? Est-ce que ça banalise pas finalement l'apprentissage Ouais, si on considère que l'enseignement n'est qu'une série de tutoriels, oui, c'est le cas, parce que c'est exactement ce qui se passe, ce qu'on voit sur YouTube, la partie émergée de l'iceberg, les profs de musique aujourd'hui, quand ils se lancent en ligne, ils se disent, en fait, il y a déjà tout, il y a plein de tutos sur YouTube. D'ailleurs, ça pourra faire le sujet de notre podcast de cette histoire de concurrence. Mais si effectivement c'est une succession de tutos, là, il y a de l'impersonnalité, forcément, parce que l'élève est livré face à lui-même, face à une vidéo sur laquelle il n'a aucun moyen de retour. C'est pour ça que, je le répète, il y a 3 piliers à respecter. Et si un enseignement en ligne déroge de ces 3 piliers-là, ça reste juste de l'information. Ce n'est plus de l'enseignement. Et c'est très important que, justement, dans la mise en place d'une école de musique en ligne, les enseignants comprennent que faire des vidéos en ligne, c'est le pilier numéro 1, c'est important, ça permet d'être présent sans être présent, ça permet de gagner du temps, de faire d'économies d'échelle et permettre aux élèves de travailler à leur rythme et quand ils le souhaitent chez eux. Mais il y a tout l'aspect engagement, contact, retour qui doit être mis en place aussi dans cet enseignement, et c'est souvent ça qui est très mal maîtrisé et qui doit permettre à l'élève d'être très efficace et même parfois beaucoup plus efficace que l'enseignement en présentiel. Et ça, je peux en témoigner parce que j'ai testé énormément de mise en place avec les formations en ligne avec des résultats qui sont absolument géniaux, même au sein de l'école de musique. D'ailleurs, j'ai bien presque envie de me faire l'avocat du diable là, sur ce que tu as dit. Est-ce que c'est si grave, finalement, qu'il y ait la possibilité pour les gens de regarder froidement des vidéos, même sans l'aspect communautaire? Est-ce que ça ne serait pas ça, finalement, la différence entre un contenu gratuit qui permet aux gens de prendre connaissance de leurs problématiques, de prendre connaissance de l'instrument, et puis une version plus structurante aussi pour l'élève, plus sérieuse, où là, effectivement, il y a l'aspect communautaire, il y a les 3 piliers que tu as dit, et là, effectivement, ça devient quelque chose de payant parce qu'il y a de la valeur, il y a une méthode, il y a des étapes. Donc finalement, est-ce que c'est si grave que même certaines vidéos, il n'y ait pas l'aspect communautaire et que ce soit si faux? Non, c'est pas grave, tout dépend du projet de la personne. Ça permet d'avoir le choix. C'est ça qui est bien. Si on fait une analogie avec le milieu du sport, c'est on a envie de préparer un marathon. Rien ne nous empêche de regarder des tutos en ligne sur comment on fait pour préparer. On aura sans doute moins d'efficacité, où on mettra beaucoup plus de temps à comprendre comment ça marche, que si on avait un coach privé, un coach spécifique.
Pourtant, il y a tout en ligne là-dessus aussi. Mais le temps qu'on comprenne ce qui est vrai, ce qui est adapté à nous, il faut quelqu'un qui ait l'expérience derrière qui puisse nous apporter ce gain de temps. Donc c'est pas grave, tout dépend du projet. Il y a beaucoup de gens qui ont envie d'apprendre à juste gratter à la guitare, pour se faire plaisir lors de soirées, tout ça, et gratter 2-3 accords, et qui y arrivent très bien juste en regardant des tutos YouTube. Moi personnellement, quand je me suis mis au caron, j'ai pas pris des cours de caron, j'ai regardé des tutos sur internet, j'ai vu 2-3 mouvements, donc étant déjà musicien, forcément il y a plus de facilité, mais ça me suffit. Je veux pas jouer dans un groupe pour jouer du caron. Donc tout dépend du projet. Par contre, un élève qui veut vraiment progresser, avancer rapidement, lui permettre aussi d'aller un peu au-delà de même ce qu'il peut faire actuellement en présentiel dans l'apprentissage, ouais, là c'est hyper important qu'il y ait une vraie structuration en ligne. Et du coup, parce qu'on s'adresse quand même beaucoup aux professeurs de musique, on peut les rassurer là-dessus, il y a moyen de mettre en avant leur valeur, la valeur de leur enseignement, via quelque chose de structurant, et que du coup, l'enseignement en ligne, c'est pas juste leur demander de faire des vidéos YouTube sans âme. Elles ont une nécessité, comme on l'a dit, parce que certains veulent juste gratter, faire quelques petites notes comme ça à droite et à gauche. Mais les élèves qui ont besoin vraiment d'être accompagnés, on peut rassurer les profs là-dessus, ils peuvent faire quelque chose de structurant, d'engageant pour les élèves. Ah oui, tout à fait. Engageant et motivant aussi, parce qu'il y a souvent la notion de motivation qui revient mais d'être devant un écran, c'est pas motivant. Moi, j'ai eu beaucoup de témoignages, et j'ai pu le vivre aussi, de profs qui se sont lancés dans l'enseignement en ligne avec une bonne structuration et qui m'ont dit c'est incroyable parce qu'en fait, les élèves ils sont limite plus concentrés face à leur écran, face à leur ordinateur que quand je les ai en présentiel dans leur cours. Oui, s'il y a tous les éléments nécessaires et que, bien sûr, on entend bien, que on peut avoir un échange qualitatif, ça peut apporter beaucoup plus d'attention et surtout de permettre à des gens qui sont éloignés de pouvoir profiter aussi de cet enseignement-là. Et qu'est-ce qu'on dirait du coup aux gens qui, c'est souvent un argument qui revient, ouais mais les écrans, faut apprendre à s'en détacher. C'est vrai, faut apprendre à s'en détacher, mais pour apprendre à s'en détacher, il faut apprendre à bien les utiliser. C'est comme tout j'ai envie de dire sujet problématique qu'on a dans notre société, on se dit ouais attention c'est dangereux. Finalement tout est dangereux. Si on l'utilise mal, prends un oreiller, ça peut être dangereux un oreiller. Si on l'utilise mal, si on dort comme ça, qu'on ne sait pas l'utiliser, oui ça peut être dangereux. Si on l'utilise bien, c'est pas dangereux. Donc c'est une image très caricaturale, mais en tout cas ça permet de mettre quelque chose en avant, c'est que les écrans existent. Voilà, ils ont effectivement des choses qui peuvent amener des addictions, ça c'est une certitude. Beaucoup de gamins aujourd'hui sont beaucoup trop confrontés aux écrans, c'est une certitude. Mais ils sont confrontés aux écrans souvent de manière inactive. Et c'est ça qui pose problème, c'est l'inactivité de l'aspect cérébral en fait face aux écrans. Quand on scrolle sur les réseaux sociaux, en fait, on est en mode je fais rien quoi. C'est j'encaisse de l'information, c'est comme une drogue. Alors que un vrai enseignement structuré permet d'utiliser la technologie comme quelque chose de vraiment efficace et de permettre d'avoir une vraie utilité sur l'utilisation d'un écran. D'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote. Je suis allé à la folle journée de Nantes où il y a tout un tas de concerts. Et de plus en plus, les musiciens n'utilisent pas toujours des partitions classiques. Ils utilisent des iPads avec une petite pédale en Bluetooth pour tourner les pages. Et moi, je trouve ça bien parce que c'est exactement ce que tu dis. Si on utilise les écrans de manière passive pour regarder des choses qui nous abrutissent, l'intérêt, il est quand même très limité. Tu crées une addiction de la dopamine pour des choses qui ne sont pas bonnes. Mais les sensations, les émotions que tu vis en tant qu'instrumentiste, c'est pas parce qu'il y a un écran derrière. De toute façon, on vit avec des écrans. Donc, autant les utiliser, mais le mieux possible. Et ces écrans peuvent être surtout source de motivation. Il suffit de voir, moi, quand mon fils il s'est mis un petit peu sur Simply Piano au tout début, il était hyper concentré, il jouait, mais du coup, il est concentré sur l'écran, mais concentré aussi sur son piano. Et aujourd'hui, il s'est détaché de cette application parce qu'il n'en a pas besoin. Mais tu vois, c'est vraiment ce côté-là. Il y a un côté pratique qui permet d'engager, c'est le sujet d'aujourd'hui, les élèves.
Ouais, exactement. Et d'ailleurs, j'avais une question à te poser là-dessus. Si on rentre dans ce côté avocat du diable et si on se dit que si on part du principe que la motivation en ligne, elle s'évapore aussi vite qu'une story Instagram, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, j'ai une story, hop, je navigue, je scroll. Comment tu fais pour tes élèves que toi tu as, comment tu fais en sorte pour qu'ils ne zappent pas au bout de 5 minutes au niveau de ton enseignement? Alors je pense que ce soit en ligne ou en présentiel, le contexte fait pour beaucoup. C'est-à-dire que si tu cherches à te concentrer sur quelque chose alors que tu es dans la rue en train de marcher, bah voilà, il y a une vitrine de magasin, il y en a une autre, tu es en train de marcher, tu discutes, t'es pas dans les conditions optimales pour être concentré. Parce que t'es pas là pour ça. C'est exactement ce qui se passe quand tu regardes ton feed sur Instagram, sur TikTok, etc. T'es pas là pour être concentré. Par contre, quand il y a une démarche de ta part de vouloir progresser, de vouloir avancer sur quelque chose, en présentiel, tu te retrouves, je sais pas, en formation, on t'emmène dans une salle, il y a des horaires, il y a un speaker, il y a tout. En fait, tu te retrouves dans des conditions où de toute façon, il n'y a que ça à faire. Pour peu qu'il n'y ait pas de réseau, je sais pas, tu es au cinéma, le réseau passe pas, bah, tu vas pas scroller sur ton téléphone, tu es concentré pendant 1h30, 2h, 3h, tu vas regarder ton film. Et bien en ligne, c'est pareil. Celui qui veut apprendre, déjà, il fait la démarche de vouloir apprendre, donc il va se payer une formation, il va aller se connecter sur son compte, et donc du coup, il se retrouve déjà dans l'entonnoir à la fin de « je suis là pour apprendre mon instrument ». Alors évidemment qu'il peut être dispersé, mais comme dans la vie réelle. Donc je pense que c'est pas un problème, c'est juste un problème de contexte finalement. C'est pas un problème d'apprendre en ligne ou pas en ligne. Ouais, j'ai envie d'ajouter à ce que tu dis que moi je fais souvent la comparaison entre justement la fameuse story Instagram qu'on a évoquée comme un cours magistral frontal. Quand on est dans un amphithéâtre, face à un prof qui déblatère son savoir, qui est le schéma principal qu'on a connu lors de nos études. En gros, on s'assoit et puis on écoute, et puis on prend des notes. C'est exactement le même procédé que quand on est en train de regarder une story Instagram. En fait, on est passif, on subit. Et à aucun moment, on se met en action, à part peut-être le fait d'écrire quand on est sur un amphi. Mais moi, je ne sais pas, toi, ton expérience d'études, moi, je me souviens qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté d'écrire parce qu'en fait, on a du mal à suivre et on n'est pas actif, on n'est pas stimulé. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la méthode pédagogique de l'enseignement frontal, elle permet de retenir que 5% du contenu 24 heures après. Donc, pas du tout efficace. C'est la même chose pour les stories. Si, par contre, par l'enseignement en ligne, on amène de l'action, on permet à l'élève de passer à l'action, là, ça va complètement changer. Et comme en présentiel, on ne se voit pas, je pense que tous les profs de musique sont d'accord, on ne se voit pas faire un cours où l'élève vient, par exemple c'est du violon, on prend le violon, on montre à l'élève, voilà, et tu feras ça chez toi. Mais l'élève, non, il pratique pendant le cours. Avec le en ligne, il peut aussi pratiquer, et il peut pratiquer en autonomie sans qu'on soit présent. Et ça, c'est intéressant. Et c'est là aussi que l'aspect motivation rentre, parce que quand je dis ça, beaucoup d'enseignants vont se dire, ouais, mais du coup, chez lui, comment je fais pour le motiver? Quand je suis avec lui dans la pièce, je suis là pour apporter une sorte de pression. Je suis présent, donc il est obligé de bosser. C'est ce que beaucoup d'enseignants se disent. Mais quand il va être chez lui, il ne va pas bosser. D'ailleurs, on le voit, les élèves ne travaillent pas chez eux, c'est bien connu aujourd'hui. Les élèves ne travaillent pas du tout. Quand ils arrivent, ils travaillent 5 minutes avant, histoire de sauver les meubles, et ça ne marche pas. Mais il faut voir peut-être le problème à l'envers. Qu'est-ce qu'on leur donne pour travailler chez eux? Quelle est la motivation qu'on leur enclenche pour leur permettre de travailler chez eux? Et qu'ils arrivent en cours avec une autre vision de l'enseignement, pas celui de le prof me donne son savoir, et puis moi je subis, j'avance, puis on verra bien ce qui se passe, et un jour peut-être que j'aurai un déclic et j'avancerai, parce que c'est souvent ça qui se passe, et c'est ça qui crée aussi la perte de motivation. Ouais, je suis d'accord. Et tu m'as fait rire tout à l'heure, parce que je me suis revu pendant les études sur certains cours qui m'intéressaient moyennement, et en fait je passais certains cours à apprendre à résoudre le Rubik's Cube, là, au lieu d'écouter le cours. Par contre, j'étais très très motivé pour le Rubik's Cube, alors qu'il n'y avait pas de prof, tu vois, j'étais en autonomie. Et du coup, j'ai une question qui est proche de ça. Comment est-ce que tu luttes finalement contre ce sentiment peut-être d'isolement que les gens peuvent avoir quand ils sont chez eux? Comment est-ce que tu fais pour les motiver, pour qu'ils se sentent motivés pour apprendre? Qu'est-ce que tu peux mettre en place? Alors, comme je disais tout à l'heure, moi je m'appuie beaucoup sur ces 3 piliers de l'enseignement en ligne.
Donc, si on considère que le pilier 1, c'est les vidéos, il y a le pilier 2 qui est qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour apporter un soutien rapidement aux élèves, et le pilier 3 qui est celui de la communauté, le sujet d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je mets en place ? Déjà, je leur permets d'avoir un soutien le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais laisser un élève avec la moindre question et laisser se débrouiller seul face à la moindre question. Pourquoi ? Parce que un élève qui va être face à un prof, il va avoir la possibilité de le questionner. Et il faut du coup lui donner la possibilité à l'élève en ligne qui va être chez lui de pouvoir de la même façon questionner et avoir une réponse assez rapidement. Ça, c'est la première chose. Pourquoi ? Parce que l'élève doit toujours avoir l'impression d'avancer. S'il bloque et que c'est à lui de faire l'effort de passer cette montagne, ce mur, c'est là que la démotivation va arriver. Et on sait très bien que la motivation, c'est au début très présent. Et puis au fur et à mesure, elle s'estompe. Et donc, on a besoin finalement de créer des routines, de créer des habitudes pour que, on remplace la motivation par de la mise en pratique régulière et de la régularité. C'est ça qui compte. Donc, la première chose, c'est de lui apporter un soutien le plus rapidement possible quand il en a besoin. La deuxième chose, c'est d'apporter de la gamification au sein de l'enseignement, lui permettre de passer des étapes, lui permettre aussi d'avoir des récompenses à certains moments. Il y a beaucoup d'applications d'enseignement de la musique qui font ça et qui s'appuient uniquement là-dessus. C'est l'univers du jeu vidéo et ça marche très très bien. Et la troisième, qui est pour moi essentielle et qui est très peu pratiquée en présentiel, mais qui est d'une importance capitale et qu'on a tendance plus à mettre en place en ligne, mais qu'il faut faire de manière assez efficace et réfléchie, c'est la communauté. Si on est avec un groupe de gens qui ont le même objectif que nous, ça sera beaucoup plus facile de tenir dans la durée et d'atteindre nos objectifs que si on est tout seul. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut casser le mythe que enseigner en ligne, être chez soi à apprendre, égale être tout seul. Non. En tant que prof, enseigner en ligne, on se doit de créer une communauté. C'est super important pour que nos élèves puissent prendre contact avec d'autres élèves qui seront dans la même démarche qu'eux, pour pouvoir faire aussi des rassemblements, peut-être en présentiel. Quand on dit qu'on peut lier les deux, c'est tout à fait faisable. Et leur permettre d'échanger ensemble. Moi, l'expérience que j'ai, c'est que dans toutes les écoles que j'ai créées, et même dans les derniers projets en ligne que j'ai pu mener, il y a beaucoup de gens qui ne se connaissaient pas, qui sont arrivés au sein des formations, au sein des cours, et qui, au bout de quelques semaines, parfois quelques mois, ont commencé à se voir et à communiquer très régulièrement parce qu'ils avaient créé des liens de sympathie. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient tous les deux le même objectif et quand ils se parlaient, ils avaient l'impression de se comprendre parce qu'ils ont évolué ensemble. Donc, pour résumer ce que tu as dit, gamification, apporter un soutien très rapidement et apporter aussi une communauté structurée. Ok, parce que tu vois, ça, tu as rebondi en fait sur une question que j'allais te poser. C'est est-ce que les interactions virtuelles peuvent vraiment remplacer la camaraderie et la dynamique que l'on peut retrouver dans le monde réel, tu vois ? Est-ce que c'est aussi fort ? Est-ce que Facebook aurait existé si c'était pas le cas ? Est-ce que Instagram aurait existé si c'était pas le cas ? Est-ce que WhatsApp aurait existé si ce n'est pas le cas ? Moi, je pense que oui. Ça crée en tout cas de la facilité et de la rapidité dans la prise de contact. Là où en présentiel, ou même si on se remet à une époque, parce que nous, on a eu la chance, entre guillemets, de connaître une époque sans Internet. On était petits, mais ça marchait. Où quand on voulait voir un copain, qu'est-ce qu'on faisait ? Heureusement, on avait le téléphone. Sinon, il fallait qu'on aille chez lui, se déplacer, voir s'il était chez lui, savoir s'il pouvait venir jouer avec nous. Là, aujourd'hui, en fait, les enfants, qu'est-ce qu'ils font ? T'es là, avec WhatsApp, c'est réglé et c'est hyper rapide. Donc, oui, le en ligne peut et emmène beaucoup plus d'interactions. C'est pour ça qu'on appelle ça des réseaux sociaux, d'ailleurs, tout ce qui est Facebook, Instagram. Après, c'est comme tout, on l'a dit tout à l'heure, l'excès de réseaux sociaux amène des dérives où ça peut tuer aussi un petit peu le contact humain, c'est sûr. Comme trop de contact humain, à un moment, amène aussi le fait qu'on peut rester enfermé et pas s'ouvrir à d'autres. Donc il y a des mauvais côtés partout. Mais je te rejoins parce que quand j'étais en train d'y repenser, on l'a jamais dit aux gens, mais nous on s'est rencontrés grâce à une communauté. À la base, on a fait connaissance grâce à une communauté, alors qu'on habite au même endroit, mais juste on le savait pas. Et aujourd'hui, on fait partie de groupes où on a des groupes WhatsApp,
Et finalement, le groupe WhatsApp, c'est quand même un moyen de pouvoir se donner des nouvelles, de pouvoir échanger, de pouvoir se marrer, de pouvoir discuter, de pouvoir s'organiser, effectivement. Ça n'enlève pas l'interaction humaine qui est sympa, mais on passe aussi des bons moments avec une communauté qui est en ligne. Donc on peut retrouver cette dynamique. Et on le voit même d'ailleurs, ça fait penser un peu à des films, mais même dans la vie réelle, tu vois des relations amicales ou amoureuses qui se créent à la base alors que c'est des gens qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais vus en vrai. Mais il y a tellement une forte interaction entre les personnes que finalement la communication est forte et le lien est fort avant même de se voir physiquement. Ouais, exactement. Et je voulais te demander, est-ce que créer une communauté en ligne, est-ce que c'est juste ajouter des gens sur un groupe Facebook? Alors j'ai envie de te dire, une communauté même pas en ligne, est-ce que c'est juste prendre des gens au hasard dans la rue? J'ai un doute, mais je suis pas sûr. Mais non, en fait, n'importe quelle communauté, en fait, la base d'une communauté, c'est des gens qui se rencontrent parce qu'ils ont des valeurs communes ou des objectifs communs. En tout cas, il y a une passion commune. Un salon de l'automobile va regrouper des gens qui sont passionnés d'automobile. Finalement, quand tu crées un groupe, une communauté, qu'elle soit payante, qu'elle soit gratuite, peu importe, l'objectif principal, c'est de définir quel est le message global, à quoi les gens vont se raccrocher. Tu peux faire je sais pas moi, j'ai un appartement là pas loin, il y a un groupe, une communauté pour tous les voisins, pour le voisinage. C'est une communauté. Le point commun, c'est quoi? C'est qu'on habite tous au même endroit, et donc toutes les problématiques qui concernent la résidence concernent tout le monde. Du coup, il y a un groupe Facebook qui a été créé, et il y a un espace communautaire qui est dans un cadre donné. Donc, non, on peut créer une communauté, mais effectivement, c'est pas ajouter n'importe qui, n'importe comment, c'est ajouter des gens qui ont les mêmes envies, mêmes passions, mêmes objectifs. Alors, comment tu fais dans ce cas-là? On crée une communauté, par exemple, le groupe Facebook, puisqu'on en parle. Comment tu fais? Quelle est ta recette secrète, en fait, pour souder les gens au sein de cette communauté? La recette secrète, carrément. Ah, est-ce que je la donne comme ça, la recette secrète? C'est une bonne question. Alors, il n'y a pas vraiment de recette secrète, et à un moment donné, c'est juste de l'interaction humaine. Il faut imaginer imagine une soirée où les gens ne se connaissent pas. Il va falloir que quelqu'un, à un moment donné, prenne le lead, anime, et fasse des icebreakers, brise la glace, mette en place des choses pour que les interactions commencent à se créer. Une fois que les étincelles se sont créées, que les interactions ont commencé, de toute façon, les gens, ça c'est des êtres humains, donc les interactions elles commencent, les affinités se créent, tout ça. Donc le meilleur moyen, en fait, c'est qu'il y ait quelqu'un qui prenne le lead et qui donne le rythme et qui fasse bouger un petit peu les personnes, qui les force, mais parce qu'ils le cherchent aussi, à interagir en trouvant des prétextes pour interagir. Et c'est comme ça que finalement, petit à petit, tu crées l'aspect communautaire. Ouais, et puis pour compléter, moi je dirais aussi que c'est important, toujours par rapport à ces 3 piliers, de créer des liens. Le pilier 3 de la communauté, c'est l'aspect, voilà, j'ai un outil pour discuter avec les autres, une communauté en ligne, une communauté en présentiel, un mastermind, peu importe. Et mon pilier numéro 2 qui va être d'apporter une solution rapide, ça peut être par exemple d'avoir des ateliers réguliers, des ateliers collectifs, par exemple, où on pourrait répondre à des questions. Et là, de ce cas-là, les deux se lient, c'est que les gens se rencontrent à la fois sur l'atelier, peuvent voir quelles sont les problématiques des autres, peuvent apporter leur avis, créer un lien humain. Et à ce moment-là, quand ils se retrouvent aussi sur la communauté virtuelle, ils auront plus de facilité à rentrer en contact, à se donner des conseils et du coup à apporter de la valeur. Parce que la clé d'une communauté, c'est l'apport de valeur, de toute façon. Et ça, c'est très important, c'est qu'on doit créer des passerelles aussi dans l'organisation que l'on a de notre école de musique en ligne pour créer du contact. Sur les écoles de musique aujourd'hui, c'est beaucoup de cours individuels, il y a aussi des cours collectifs, mais pourquoi on a été vers les cours collectifs? C'était aussi pour amener le jeu au groupe, le jeu en symphonie, avec plusieurs personnes. Dans ces moments-là, c'est très important. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a beaucoup de gens qui restent dans les écoles de musique parce qu'elles ont ces apports-là, elles ont ces groupes-là, elles jouent avec d'autres personnes. Et la musique, c'est du partage. S'il n'y a pas ce partage-là, c'est compliqué de continuer tout seul. En tout cas, jusqu'à un certain niveau. On peut avancer seul, mais jusqu'à un certain niveau, à un moment, on a besoin aussi de jouer avec les autres.
Donc, avec le en ligne, il va falloir aussi trouver ces passerelles pour favoriser le contact humain. Et quand on dit, ouais, c'est difficile avec le en ligne, avec le présentiel, finalement, on le fait très peu aujourd'hui aussi. Je ne sais pas si un prof de musique aujourd'hui peut me dire que dans son école de musique, ils ont mis tout en place de façon à créer le maximum d'échanges avec les élèves. Je ne pense pas. Peut-être qu'il y a des exceptions, je pense qu'il y a des écoles qui ont compris ça, mais il y en a très, très peu. Et s'il n'y a pas cette interaction, les élèves ne restent pas dans la durée. Je vais même aller plus loin, c'est que je pense que dans la majorité des écoles, ils ne se sont même pas posé la question de s'ils le faisaient ou non. Ils répliquent des choses. Donc les cours en individuel évidemment, les cours de solfège, les cours d'orchestre parce qu'il y a de l'orchestre et que ça existe, les cours de musique de chambre. Et en fait, c'est mis en place, pas forcément dans l'esprit de créer un esprit communautaire. En fait, de facto, ça crée de l'esprit communautaire, mais je pense même pas qu'ils se sont posé la question. Par contre, effectivement, le fait de basculer en ligne tout en partie, tu es obligé de te poser la question de ce qui fonctionne et ne fonctionne pas. Donc tu analyses ce qui fonctionne à l'extérieur, ce qui ne fonctionne pas, et tu essaies de le répliquer. Donc oui, forcément, l'idée, c'est pas que ce soit facile à mettre en place. L'idée, c'est de se donner les moyens, de trouver des solutions pour que les élèves progressent, qu'on soit en ligne ou pas en ligne. En ligne, on l'a déjà dit, c'est juste un outil. Enfin, c'est juste un outil qui est formidable, on peut faire plein de choses, mais c'est qu'un outil. Donc oui, c'est pas forcément facile, mais il suffit de se creuser la tête et parfois de remettre en question nos propres principes pour stimuler la créativité et trouver d'autres solutions. C'est en général une bonne solution pour progresser. Ouais. Et souvent, dans les écoles de musique, moi, ce que j'ai constaté de mon expérience, c'est que les élèves ne se rencontrent pratiquement qu'une fois dans l'année, lors soit du spectacle de fin d'année, soit lors de l'examen final, où ils vont être amenés à rencontrer d'autres élèves. J'ai souvent eu ce retour-là, d'élèves qui me disaient je ne savais même pas que lui était dans l'école de musique. C'est quand même fou. On se dit, la musique, c'est du partage, c'est montrer aux autres, c'est passer une émotion. Et un autre élève qui va être très proche dans la mise en place et dans l'apprentissage, des fois ne connaît pas son alter ego qui lui fait la même chose de l'autre côté, et il se rend compte qu'une fois. Il se rencontre en fait qu'une fois dans l'année. Et du coup, il y a besoin quand même de plusieurs sessions pour qu'il y ait une vraie dynamique, qui est une vraie sensation d'appartenir à une famille, d'appartenir à un groupe. Et le schéma actuel, qui est parfois très élitiste, ne permet pas toujours ça, et surtout amène beaucoup d'individualisme. On parle qu'on est souvent une société individualiste, malgré le fait qu'on ait les réseaux sociaux et tout ça, mais qu'est-ce qui amène réellement ça? La question, elle est à se poser. L'organisation générale de notre société, ils n'ont pas attendu les réseaux sociaux pour que ça soit individualiste, très clairement. Ouais, alors c'est intéressant là, le sujet que tu soulèves. Parce que, alors effectivement, toutes les écoles ne se ressemblent pas, qu'elles soient associatives, écoles de musique, conservatoires, les attentes, la façon de faire va être différente. Je sais que l'école de musique où moi, mon fils, ils essayent de faire pas mal de choses entre les classes, mais effectivement, forcément, tu te retrouves un peu comme sur les réseaux sociaux. Tu as ta bulle qui s'est créée, donc tu as tes cours à toi, tu as tes jours à toi, et donc tu croises certaines personnes, mais pas d'autres. Là où effectivement, là pour le coup, on peut donner un point en ligne, c'est que si tu donnes un point de chute en ligne, même s'il y a beaucoup d'élèves, techniquement, ceux qui vont participer, qui vont être moteurs, forcément seront vus par tout le monde. Donc l'effet communautaire sera forcément plus fort en ligne qu'en présentiel. Parce qu'en présentiel, tu te retrouves vite embarqué parce que toi, tu as cours les mercredis et les vendredis, donc tu croises toujours un tel et un tel. Ok, il y a un croisement entre, je sais pas moi, les pianistes et les chanteurs, mais le guitariste, finalement, non. Donc du coup, il y a des communautés croisées au sein d'une même communauté, mais il y a un effet moins fort, je trouve, effectivement, que dans les écoles. Après, effectivement, en fonction des écoles, si c'est une école de musique associative ou si c'est un conservatoire, on va retrouver beaucoup d'individualisme. Et même, j'irai plus loin, tu peux te retrouver à faire de l'individualisme sous couvert de communauté. C'est-à-dire que dans l'orchestre, je vais te prendre mon exemple, j'ai fait une formation pour devenir musicien d'orchestre pendant 2 ans. Alors, la communauté était très très bonne, l'ambiance était très bonne, mais à un moment, il ne faut pas se leurrer. L'objectif de chacun, c'était de réussir à se mettre en avant. Et donc, par exemple, pour l'orchestre,
En pupille, tu as les pupitres premier violon, second violon, alto. Ben, soit tu te retrouves en plein devant, parce que tu as réussi à montrer que tu le méritais, soit tu te retrouves derrière. Mais comment tu fais pour te retrouver devant? Ben, une certaine forme d'individualisme où l'objectif est de te mettre plus en avant que l'autre. Alors là, c'était fait de manière assez saine, parce que les pupitres tournaient, tout le monde ne revenait pas toujours, mais globalement, c'était quand même plus souvent, on ne citera pas certaines personnes suivant les pupitres. Donc je te rejoins, ce côté individualisme est beaucoup plus marqué en présentiel parce que... voilà. Après, je pourrais faire l'avocat du diable en disant qu'un espace communautaire en ligne, il peut très bien y avoir des gens qui sont plus moteurs et qui vont chercher à plus se mettre en avant. On pourrait débattre longtemps dessus, mais on voit bien que c'est pas un problème de en ligne ou pas en ligne. Non, c'est un problème de nature humaine. C'est un problème de nature humaine, et le en ligne permet quand même de bien cadrer ça. Ouais. Ça me donne envie de te poser une question. Du coup, est-ce qu'on peut vraiment se sentir membre d'une famille en ligne? Ou est-ce que c'est juste un concept marketing que les gens peuvent imaginer en disant ouais, il y a une communauté, en fait, il dit ça sur le principe marketing. Est-ce qu'on peut vraiment créer une famille? De par ton expérience, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je vais te dire oui, je vais même te dire un grand oui. Je citerai pas la communauté pour plein de raisons, même si je la respecte, mais c'est pas le cadre dans lequel je vais le dire. Mais je me suis retrouvé dans une communauté qui a changé ma vie, qui m'a permis à un moment donné de faire une transition, et je me suis retrouvé facilement en tant que membre de cette famille. En plus, je suis arrivé dans les débuts, donc j'ai senti cette famille grandir. Et il y a un moment donné, ton ego en plus est flatté, parce que ça fait 5, 6, 7 ans, il y en a des nouveaux qui arrivent, et tu as un peu l'impression d'être le padre, tu vois, t'es l'ancien. Et oui, et pourtant, c'est des gens que j'avais jamais vus, mais il y a l'esprit famille. Et pourquoi il y a eu cet esprit famille? Parce que la personne qui avait monté cette communauté avait créé quelque chose de fort qui s'appuyait sur des valeurs, une vision que chacun avait de la vie, qui était commune, et on s'est tous rassemblés. En gros, on pourrait rentrer plus dans les détails, mais en gros, cette communauté avait... Il y a plein de façons de faire des communautés, mais il y avait un ennemi commun. Et toutes les personnes se sont retrouvées autour de cet ennemi commun. On avait tous ce même ennemi commun. Et c'est ce qui nous a soudés. Parce que du coup, dès les conversations, ah ouais, bah oui, on est tous d'accord sur le fait que lui, c'est l'ennemi à abattre. Et ça a créé une émotion qui est forte chez tout le monde. Ça a créé une cohésion qui est très forte. Et ça a créé une communauté. Et donc cette communauté, j'y suis resté pendant 7-8 ans. Donc oui, on peut créer un effet famille sans problème, juste avec du en ligne en fait. On l'a dit tout à l'heure. C'est juste une histoire de nature humaine. C'est pas une histoire de en ligne ou pas en ligne. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis sur cette vision de l'ennemi commun. C'est d'ailleurs le principe j'ai envie de dire, de toute association humaine, pas forcément association sur le plan sur le papier. Quand on parle d'association, même quand on crée une association de loi 1901, c'est qu'il y a un but non lucratif, mais il y a un but. Et souvent, les gens se réunissent autour d'une mission commune ou d'un ennemi commun. Voire des deux. Voire des deux. Mais finalement, si on regarde bien, c'est ce qu'on fait nous aussi avec X-School. Tu vois, l'ennemi commun, on va dire, c'est l'exclusivité de l'enseignement traditionnel. Tu vois, de ne pas vouloir s'ouvrir à autre chose. Et notre mission commune, c'est de dire, les gars, vous pouvez faire autrement, vous pouvez faire mieux, vous pouvez aider plus de gens de meilleure manière, et tout le monde sera content, vous aussi. Parce que on n'en a pas encore parlé, parce que c'est pas le sujet, mais le cadre de vie, ton mode de vie change drastiquement en tant que prof quand tu t'ouvres aux opportunités que l'en ligne te propose. En plus d'aider les élèves, voilà, donc on a un ennemi commun aussi, on a une mission commune, et c'est ce qui fait que ça crée de l'engagement. De l'engagement et du plaisir, parce que moi, l'expérience que j'ai, c'est plus de 10 ans dans l'enseignement en ligne, j'ai créé beaucoup de communautés dans le domaine du home studio, domaine du sport, dans le domaine de l'enseignement, justement aux profs de musique de créer leur école de musique en ligne. Et si je prends justement celle-ci, je sais que dans la communauté X-School, il y a beaucoup d'enseignants qui ont eu des révélations en rentrant dans cette communauté-là
en disant mais en fait j'avais vraiment des préjugés énormes sur ce qu'était l'enseignement en ligne. Maintenant que je sais faire et que je sais comment mettre en place les choses, ça change beaucoup de choses. Je retrouve du plaisir. Moi j'ai souvent des enseignants qui me disent je retrouve énormément de plaisir à enseigner, ce que j'avais totalement perdu au présentiel. Et en plus, je peux le partager. Je peux partager à mes collègues qui sont avec moi dans la communauté que je prends du plaisir. Et eux, ils prennent exemple sur ce plaisir-là en disant t'as mis quoi en place, tout ça. Ils arrivent aussi à trouver ce plaisir-là parce que ils prennent aussi exemple sur les réussites des autres. Parfois aussi les erreurs des autres pour ne pas faire les mêmes. Et du coup, ça amène une évolution. Il n'y a pas de plaisir s'il n'y a pas d'évolution. Si on reste dans un principe carré où on fait toujours la même chose, ça va un temps, et au bout d'un moment, ça devient compliqué et il n'y a plus d'épanouissement. Je te rejoins complètement. D'ailleurs, c'est le principe même de l'effet routine. On cherche tous, c'est un paradoxe de l'être humain, on cherche tous à se créer une routine pour se sentir en sécurité. Mais à un moment donné, cette routine, je vais dire, cette routine devient routinière et donc du coup devient chiante. Et enseigner n'échappe pas à la règle. Ok, tu as des élèves différents et tout, mais il y a un moment donné, quand tu dois te déplacer, faire ci, répéter, refaire toujours les mêmes choses, tu prends sur toi parce que tu aimes tes élèves, tu continues de le faire, mais au bout de 5, 10, 15 ans, tu as envie d'un peu de nouveauté. Donc, de remanier un petit peu, de bousculer son enseignement, même si c'était en restant qu'en présentiel, et à un moment donné, c'est nécessaire, tu as besoin de casser les choses, sinon tu t'évolues pas, et comme tu n'évolues pas, tu as l'impression de t'enliser, et l'apport de la musique en ligne, tu vois, pour moi, tu as le présentiel qui représente ça, et tu as le en ligne qui te représente ça en plus, tu vois, qui est une couche supplémentaire, et qui te permet d'ouvrir plein d'opportunités pour justement pas t'ennuyer. Parce que tu auras toujours des projets, tu pourras toujours t'ouvrir à d'autres projets, parce que on n'en a pas vraiment parlé, mais l'avantage du en ligne, c'est qu'il y a une grosse partie de ton travail qui est faite de manière asynchrone et qui se réplique sans toi, que tu aies besoin de dépenser plus de temps. Ce qui du coup te permet toi de te pencher sur plusieurs sujets, notamment améliorer ta pédagogie, aller chercher d'autres élèves, d'autres typologies d'élèves, peut-être agir, je sais pas moi, dans des écoles, faire des projets autres, et donc te sentir épanoui, parce qu'en fait, il n'y a jamais de fin. Alors que quand tu es prof juste en présentiel, t'as tes 40 heures, ok, des fois il y a quelques élèves qui sautent, qui changent, mais globalement, les perspectives d'évolution, elles sont très très minces. 40 heures, c'est beaucoup quand même. 40 heures, c'est beaucoup, avec les trajets. Avec les trajets, oui, pour certains, c'est le cas. Le mot que je retiens dans ce que tu as dit, c'est répétition. Effectivement, l'aspect répétition est quelque chose qui revient souvent aussi dans les douleurs que peuvent avoir les profs de musique aujourd'hui. J'ai l'impression de répéter 100 fois la même chose. J'ai toujours l'impression de répéter la même chose à mes élèves. J'ai pas l'impression d'avancer. Et donc, on rentre dans une sorte de routine où il n'y a pas d'épanouissement. La communauté peut aider justement à éviter ces répétitions-là. Parce que quand on va répondre à un élève dans une communauté, ou même quand un élève va avoir une problématique, ça va enrichir toute la communauté. Ça va aider toute la communauté à avancer. Ça va aider la communauté à se motiver. Ça va aider la communauté à prendre les informations qu'elle a à prendre sur ce qui se passe. Et ça, c'est super intéressant. Et souvent, dans l'aspect très fermé de l'enseignement en présentiel qu'on a aujourd'hui, où on vient, on passe une demi-heure avec son prof, et personne ne sait ce qui s'est passé pendant cette demi-heure-là, à part le prof et l'élève, tous les autres élèves qui arrivent par la suite pourraient très bien avoir un réel enrichissement, à savoir que tel élève a rencontré aussi cette problématique-là. On est aussi dans une société où ce côté très individualiste peut amener parfois des élèves à se questionner en se disant « mais est-ce que je suis vraiment bon si je pose ces questions-là ? Est-ce que réellement je suis apte à faire cet instrument-là ?» Si cet élève-là voyait que tous les autres élèves avaient à peu près les mêmes questions, ça les rassurait énormément. Et dans leur engagement dans un instrument, ça changerait aussi beaucoup de choses. Donc la répétition, elle est à la fois, elle sert cet aspect de la théorie de la répétition qu'on a donné sur le présentiel et qui peut être contrecarré avec le en ligne. Elle est serviable à la fois pour les élèves, mais aussi pour les profs, quoi. Pour les élèves, parce que ça va leur permettre, eux, de faire les choses plusieurs fois, avec répétition, sans que ça engage
toujours l'enseignant à répéter. Si l'enseignant n'est pas épanoui, l'élève ne le sera pas. Et d'ailleurs, c'est un truc, moi, ça me rend fou de me dire qu'il y a des profs, ils répètent toujours les mêmes choses, et à côté, ils te disent, il n'y a que le présentiel. À un moment donné, si tu répètes toujours les mêmes choses, ben, prends le temps d'analyser tout ce que tu as pu dire plein de fois aux élèves, tu le structures, tu le mets en vidéo, comme ça, les gens, ils peuvent l'écouter, le répéter, et après, tu fais confiance à la communauté, parce que tu vas toujours avoir un élève, effectivement, qui a eu ce problème, et moi, je crois beaucoup en la pédagogie croisée. Donc, le principe de se dire que plusieurs personnes qui te disent la même chose, mais à leur façon, et à un moment donné, ça connecte et tu dis « Ah oui, c'est ça ». Et le fait d'avoir une communauté donne énormément d'importance à ça, parce que la personne est effectivement confrontée. Je sais pas, l'enseignant, il fait sa vidéo sur les barrés, il te donne tout ce qu'il a, tous ses tips, etc. Toi, tu vas essayer, tu vas appliquer, tu vas avoir des problématiques, tu vas expliquer ta problématique à la communauté, elle va dire « Ah oui, moi j'ai eu ce problème, j'ai fait ça, t'as essayé ? Ouais, j'ai essayé, mais ça marche pas. Ah, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Et au bout d'un moment, « Ah putain, ah mais oui, mais c'est ça qu'il fallait que je fasse. Ah mais merci, ça a fonctionné, c'était génial. » Et du coup, je crois beaucoup... c'est pour ça que je trouve que l'apprentissage en ligne est assez magique. Tu peux créer cet effet-là que tu ne pourras jamais avoir avec simplement un prof et un élève et s'en sortir de ce cas. Ouais, et qu'est-ce que tu dirais du coup par rapport à la phrase que je vais te dire là? Est-ce que effectivement les enseignants n'auraient pas peur face à cet aspect communautaire de perdre le contrôle? Ah, c'est une bonne question, c'est une question un peu philosophique. Il y a certainement de ça, de se dire que il y a un moment donné, on pourra en reparler dans un autre podcast, mais je suis professeur, je me suis cassé on va pas dire de gros mots ici, à travailler mon instrument, à avoir des diplômes, à enseigner, etc. Et c'est un élève qui pourrait se retrouver à débloquer la situation de mon élève, alors que moi je sais, moi j'ai appris, c'est pas juste. Ou alors c'est sa vidéo YouTube d'un mec qui a appris la guitare il y a 3 ans qui va l'aider. Oui, à un moment donné, je pense qu'il faut apprendre à ravaler son ego, sa fierté, et de se dire que on reste quand même l'élément moteur. Tu vois, le professeur, il est quand même là pour donner le cadre, la structure, il donne la direction, mais l'objectif premier du prof, c'est que l'élève s'épanouisse, c'est que l'élève il apprenne. Et il y a un moment donné, si tu es vraiment là pour que l'élève se fasse plaisir, tu dois être capable de mettre de côté que c'est grâce à toi, tout en partie, ou peu importe le ratio, tu vois. Et à un moment donné, juste, tu as été sur son parcours, tu l'as aidé, à quelle hauteur, on ne sait pas, mais l'essentiel, c'est que lui, que l'élève progresse, qu'il soit content, qu'il s'épanouisse. Ouais, l'enseignant doit être un organisateur de l'enseignement. Et je vais faire l'analogie avec les livres. On nous dit oui, mais il y a déjà tout sur YouTube aujourd'hui. Le rôle d'un enseignant aujourd'hui, et notamment d'un prof de musique, même s'il y a beaucoup de tutos en ligne, ça va être d'organiser pour que ça devienne efficace. Et on fait l'analogie avec les livres. Avant, il y avait beaucoup de livres, mais c'est pas pour ça que l'école n'existait pas. Parce que l'école était là pour organiser ce savoir et permettre aux élèves d'aller piocher là où c'est le plus important, où c'est important pour eux. D'ailleurs, on pourrait même encore aller plus loin, c'est que avec les réseaux sociaux, on est arrivé à, entre guillemets, une overdose d'informations. C'est-à-dire que l'information, c'est pas ce qui manque. Aujourd'hui, avec les intelligences artificielles, on va manquer encore moins d'informations. Le problème n'a jamais été l'information en tant que telle. Là, le problème a été de structurer ces informations, de savoir lesquelles sont importantes et dans quel ordre les utiliser, comment les appliquer. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a besoin d'un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, il porte bien son nom. Chef d'orchestre, celui qui ne connaît pas, il se dit à quoi il sert. Et effectivement, le chef d'orchestre, moi qui ai fait beaucoup d'orchestre, des fois, le chef d'orchestre, il s'en va parce qu'il va il va écouter avec une autre perspective dans la salle, il va écouter comment l'orchestre joue. Oui, on arrive à jouer ensemble. On est tous des musiciens professionnels, forcément, que tu arrives à t'entendre, etc. Mais le chef d'orchestre, lui, il va donner la dynamique, il va donner les intentions à l'instant T. Tu vois, si à un moment donné, il veut que ça soit vraiment plus piano, ou qu'il y ait un plus gros crescendo, et en plus, il reste un symbole où il va donner l'énergie commune. Donc, il reste indispensable. Tu vois, il est à la fois, il sert à rien, tu peux faire sans,
Mais en même temps, avec lui, ça explose parce que c'est lui qui va donner la structure, la direction où tu veux aller. C'est ce qui fait que il va emmener l'orchestre. C'est une très belle métaphore, celle de ce chef d'orchestre. Merci. Moi, je pense que j'ai fait le tour de mes questions, parce qu'après, ça revenait à cette histoire de culture du zapping, de comment garantir que les élèves ne vont pas juste consommer, etc. Ouais. Je pense qu'on a bien répondu autour de ce sujet. On a étayé tout ça. Moi, ce que je te propose pour qu'on termine ce podcast, c'est qu'on réponde au tac, comme ça, un peu tous les deux, à une dernière question. Pour un peu résumer tout ça, je vais lire la question. On dit que l'interaction en ligne, c'est du bidon. Alors, qu'est-ce qu'on répond à ces enseignants qui pensent que l'interaction en ligne et enseigner en ligne, c'est du bidon? Ils n'ont rien compris. Comment peut-on leur prouver le contraire? Ça va nous permettre de faire un petit résumé de tout ce qu'on a pu dire. L'enseignement en ligne n'est pas du présentiel à distance, contrairement à ce que beaucoup d'enseignants croient aujourd'hui. Parce qu'ils ont eu l'expérience du Covid et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait comme ils faisaient en présentiel et ils ont pris un ordinateur avec une webcam et ils ont fait la même chose à travers l'écran. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas enseigner en ligne. Ça doit être banni. C'est pas possible. Enfin, ceux qui sont lancés là-dedans parce qu'ils ne savaient pas faire autrement, ce n'est pas leur faute. On leur a pas donné les armes nécessaires pour se confronter à ça. Et du coup, aujourd'hui, ils l'ont mis de côté parce qu'ils ont eu une très mauvaise expérience. Donc, il faut juste comprendre que l'enseignement en ligne, ce n'est pas du présentiel à distance et que ça implique une organisation. Ça implique de mettre en place les 3 fameux piliers que j'ai parlé. Et dans ces 3 fameux piliers, il y a effectivement la communauté. Et la communauté qu'on voit très peu en présentiel a une importance capitale en ligne. Et maintenant, l'enjeu est de savoir animer cette communauté-là et lui permettre d'arroser, d'avoir la sensation de faire partie d'une famille, et en tout cas de faire partie d'une famille. Maintenant, comment on peut mettre en place tout ça? Ça, c'est un autre sujet, ça permet d'aller plus loin, mais en tout cas, ça ouvre les esprits. Je suis d'accord, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que tu as tout dit. Une fois que tu as compris qu'en ligne, c'était pas juste répliquer ce que tu faisais en présentiel, mais de manière plus désagréable, et que en ligne, ça peut être fun, mais il faut juste à un moment donné se poser et se dire qu'est-ce que je peux faire. Et à un moment donné, il faut juste se poser la question. Et d'ailleurs, c'est souvent même une philosophie que tu peux appliquer partout dans toute ta vie. C'est quand tu es face à une problématique, c'est qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Et se poser et réfléchir, et tu verras qu'à partir du moment où tu commences à avoir des solutions qui naissent, après, tu as plein de choses qui viennent. C'est le fameux cadre de l'apprentissage. Tant que tu es dans le je ne sais pas que je ne sais pas, tu n'as aucune conscience de ce que ça représente. Dès que tu bascules dans le je sais que je ne sais pas, et là tu dis ah ouais, il y a tout ça à faire. Mais là, typiquement, les gens ne savaient pas qu'ils ne savaient pas. Ils ont eu une expérience, elle n'était pas bonne. Et là, je pense que nos podcasts, nos vidéos sont là pour ça. C'est pour, à un moment donné, démocratiser leur ligne, leur montrer les possibilités et de se dire à un moment, ah oui, si on peut faire ça, on peut faire ça. Ah oui, dans ce cas-là, je suis en train... Et en plus, on a des professeurs qui nous écoutent, donc ils peuvent se projeter directement. Ah oui, c'est vrai, avec cet élève, il y avait ça, je pourrais lui proposer ci, ça. Et quand tu commences à mettre le doigt dedans, tu t'aperçois de toutes les possibilités. Et tu bascules dans le 3e cadran qui est « je sais que je sais ». Tu commences à mettre en place les choses. Je pense que c'est une très bonne conclusion à ce podcast. Fabien, où est-ce qu'on peut nous retrouver pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans cette aventure de la musique, de l'apprentissage de la musique en ligne? Eh bien, on peut nous retrouver sur tous les réseaux sociaux et puis sur zigschool.com. Il suffit de taper Zigschool sur les différents réseaux et on nous y retrouvera. Et puis, pour ceux qui ont apprécié ce podcast, n'hésitez pas à nous faire des petits commentaires, à mettre un petit 5 étoiles et nous commenter sur YouTube toutes vos questions et tous vos avis sur le sujet. Nous, on sera vraiment heureux de pouvoir débattre avec vous sur ces aspects-là. Merci à toi, Fabien. Merci, Cédric. On se donne rendez-vous pour un prochain podcast. Yes. Allez, à très vite. Ciao.